La visite de Vannes commence par un tour d'orientation avec le car. Dans un deuxième temps, nous nous baladerons à pied dans les rues du centre-ville. C'est au XXe siècle que le pôle d'intérêt vient se fixer autour du port. Il est très apprécié des plaisanciers car il mène aux portes même de la cité. Notre chemin contourne les murailles de la ville et nous permet de découvrir la tour du Connétable, bâtie au XVe siècle comme résidence du chef des armées du duc de Bretagne. Après un passage en main privée, elle est rachetée par la ville en 1975 et présente des expositions. Une autre vue des murailles avec des jardins en lieu et place du fossé et une affiche annonçant l'arrivée très prochaine du Tour de France 2015 qui fait étape dans la ville. Nous voilà de retour au port. Depuis le golfe du Morbihan, un chenal de 1200 mètres amène les bateaux directement au pied de la porte Saint-Vincent, entrée de la ville. Il existait déjà à l'époque romaine. Aujourd'hui, il fonctionne surtout comme port de plaisance, avec un tonnage marchandises très peu élevé en comparaison de l'Orient par exemple. Sur la rive droite, on a aménagé une esplanade arborisée de 800 mètres de long. Le vieux gréement en bois devant nos yeux est une pièce de musée. Il est attaché au port d'Audierne. Historiquement, ce genre d'embarcation a permis aux résistants de la Deuxième Guerre mondiale de traverser la Manche pour répondre à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Percée à la fin du XVIe siècle, la porte Saint-Vincent est la principale porte de la ville face au port. Dans la niche centrale, Saint Vincent Ferrier, prédicateur dominicain célèbre d'origine espagnole. Au centre, taillé dans la pierre, les armoiries de la ville de Vannes, soutenues par deux lévriers. C'est une hermine qui passe naturellement, vêtue d'un manteau en hermine brodé d'or. Il y a deux façons de présenter l'hermine, soit ce que l'on a vu, l'animal au naturel, soit un fond blanc et de petites mouchetures noires avec trois petits losanges qui rappellent les points de couture pour fixer l'extrémité de la queue noire sur la fourrure blanche. Mercredi et samedi sont jours de marché, mais la halle aux poissons offre journellement ses produits de la mer, produits frais de la pêche de la nuit ou de la veille. À l'extérieur, c'est une débauche de couleurs, d'odeurs et de saveurs pour ceux qui veulent goûter aux produits du pays. On a aussi le marché aux fleurs. Le lieu se nomme la place du poids public et sous l'Ancien Régime, la place du poids du roi, car l'État prélevait une taxe sur les marchandises qui venaient des campagnes pour y être vendues. Le centre-ville de Vannes est en pleine restauration. Il compte environ 220 maisons à pans de bois, aussi appelées maisons à colombage. C'est la deuxième localité de Bretagne la plus fournie après Rennes. La ville médiévale est constituée surtout de ruelles étroites pour gagner de la place à l'intérieur des enceintes. Ici et là, un hôtel particulier bien fleuri, dans le cadre du concours des plus belles villes fleuries de France. En face de nous, sur la façade de cette ancienne auberge, deux personnages joviaux, Vannes et sa femme, qui auraient représenté les patrons de l'établissement pour faire de la publicité. En voilà encore de la publicité à la sauce bretonne. La place de la cathédrale était sous les Romains la colline des Chèvres. Plus tard,
Ce même emplacement fut le marché aux fleurs et aux oiseaux. Tout proche d'ici se trouvait un château qui fut démoli à la fin du XIVe siècle parce que pas assez beau et confortable selon Jean IV de Bretagne. Les maisons à colombage ont été construites dès cette époque et il est intéressant de s'arrêter un instant sur celle qui est à l'angle, entièrement restaurée avec changement de certaines poutres en bois. Nous sommes à la fin du Moyen Âge. Les maisons ont plus d'ouverture qu'auparavant, où l'on craignait de laisser entrer les mauvaises odeurs de la rue. Ce changement de style annonce la Renaissance. L'actuelle cathédrale de Vannes, de style gothique, fut construite entre les 15 et 19e siècles à la place de la précédente de style roman, devenue trop petite avec l'affluence des pèlerins venus prier Saint Vincent Ferrier. À l'intérieur, la nef s'étend sur 6 travées, la première constituant le narthex. Il n'y a pas de vaisseaux collatéraux, mais seulement 5 chapelles de chaque côté, donnant directement sur le vaisseau central. Ainsi se termine cette visite du centre de Vannes, préfecture du département du Morbihan, avec ses 145 000 habitants. Elle est classée ville d'art et d'histoire pour ses maisons à colombage et ses très nombreux autres monuments. Rochefort-en-Terre est à 35 minutes à l'est de Vannes, située sur un éperon rocheux dominant la vallée du Guezon. C'est au XIIe siècle qu'est construit un château par la famille de Rochefort qui deviendra l'une des plus puissantes seigneuries du pays vanntais. Cependant, en 1793, l'édifice est pris par les Chouans. La richesse du lieu est due à ses terres schisteuses dont on exploita l'ardoise jusqu'au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, la cité vit du tourisme et a développé un centre artisanal important que nous ne verrons malheureusement pas car c'est l'heure de la sieste. L'impression d'homogénéité architecturale est due à l'usage étendu de la pierre. En fait, on découvre des maisons à pans de bois, de style gothique ou Renaissance, du XIXe siècle, classique ou moderne, tout cela en parfaite harmonie. Rochefort-en-Terre est également un village fleuri émérite, certaines fois hors concours pour ne pas faire de l'ombre aux autres. Devant nous, les anciennes halles de commerce du chanvre et du lin, pour la fabrication des toiles servant à confectionner des voiles de bateau, mais aussi du linge de maison et du linge de corps. Cette demeure est construite non pas en schiste mais en granit, preuve que le propriétaire était riche. On a une petite tour implantée sur son cul de lampe. Les portes sont de styles différents, celle de gauche de style gothique flamboyant avec ce gable surbaissé, celle de droite avec son arc en accolade en forme de coquille rappelle la Renaissance, mais rien à voir avec le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Ici, on est en train de réparer la façade d'une maison à pans de bois avec du torchis à l'ancienne, un matériau de remplissage très résistant.
Du puissant château du XIIe siècle de la famille de Rochefort, il ne reste que des ruines. En 1793, la révolte des paysans est matée par les républicains, le château est détruit et les paysans fusillés. L'église Notre-Dame de la Tronchet, de style roman, date de 1125, alors sous forme d'une simple tour fortifiée. Elle fut peu à peu agrandie et restaurée au gré des besoins. La maison est en pierre de schiste typique de la région.